Bien, je ne me suis pas présenté, mais peut-être que Madame l'a fait. Donc, André Pell, photographe. Mon métier, c'est la photographie. Photographie que j'ai eu la chance d'exercer dans une grande maison. Je vais vous présenter rapidement cette grande maison, qui est le Centre national de la recherche scientifique français. Euh, Bien, on y va. Donc un premier panneau dans l'exposition que vous pourrez regarder en sortant, qui se situe juste derrière vous dans le hall. Un premier panneau qui montre l'installation du centre d'études alexandrine à l'intérieur à Alexandrie, mais avec deux petits logos en bas. Deux petits logos. Le premier logo, c'est le logo du CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique. Et le deuxième logo, on verra après, c'est le logo du Centre d'études alexandrine. Alors, le CNRS, c'est quand même une vaste maison avec... je suis trop près. C'est trop fort? Non, ça va. Le CNRS, vous m'entendez là? Oui. Parce que moi, je suis un peu sourd, j'ai des appareils auditifs, je ne m'entends pas. Donc, le CNRS, une grande maison avec 34 000 personnes, c'est énorme, énorme. Avec 11 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs. Donc je fais partie de ces ingénieurs, comme technicien de la photographie ou ingénieur de la photographie, avec des unités de recherche qui se comptent au nombre de 1100 unités de recherche réparties sur pratiquement l'intégralité de la surface du globe, avec des études qui passent de la biologie à la chimie, à l'écologie, aux sciences humaines, aux sciences de l'information, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'archéologie, ce sont les sciences humaines, donc c'est l'Institut des sciences humaines et sociales, d'où est rattachée notre petite unité de recherche. Finalement, c'est une petite unité de recherche qui s'appelle le Centre d'études alexandrines et qui travaille donc sous la direction de Jean-Yves Empereur, qui travaille sur l'archéologie, plus précisément sur Alexandrie et la région. 79 agents, des chercheurs associés, des contrats locaux. Sur les 79 agents, il y a énormément de personnel égyptien, et puis des fouilles terrestres, des fouilles sous-marines. Je vais vous présenter quelques panneaux. Voici le panneau qui n'est pas présenté dans le hall, mais qui peut symboliser les fouilles terrestres. Là, ce sont des interventions sur le site de SMOA, et puis deux autres petites photos qui représentent la dépose de deux mosaïques, l'une étant directement située sur la rue Sultan Hussein et l'autre dans le quartier de Mohamed Bey. Ici, donc, des fouilles sous-marines, c'est aussi des activités que nous avons au centre d'études. Depuis maintenant les années 1995, tous les ans, on continue la fouille sous-marine du phare d'Alexandrie, et également, peut-être un peu moins maintenant, mais les fouilles sous-marines un peu plus au large, où on avait travaillé à l'époque sur des épaves. Deux fouilles actuellement au bord du lac Mariout. Il s'agit donc d'une part de la fouille de Marea et une autre fouille, celle d'Academia. Des études sur les citernes qui ont perduré pendant plusieurs années. Un dépôt de fouilles où nous conservons les objets issus de nos fouilles et également où se situent les études sur ces objets de fouilles. Un laboratoire, là nous sommes dans la citadelle de Chalalat, située dans le jardin de Chalalat, donc qui est notre dépôt de fouilles, avec un laboratoire de restauration de monnaies, un laboratoire de restauration de mosaïques et un laboratoire de caractérisation des matériaux. C'est un laboratoire un peu plus pointu sur la composition de la matière. Et puis, parallèlement à tout ça, nous menons des études comme celle qu'on a entreprise maintenant depuis 1995-1996 dans les catacombes de Kom El Shougafa, avec mes deux principaux complices qui étaient le docteur Mervat Saifeddin, qui est avec nous aujourd'hui,
Et puis le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet qui va nous rejoindre pour continuer ses études en fin de semaine. Donc l'exposition que vous verrez en sortant résume en fait la conférence que je vais vous faire ici sur la photographie dans l'invisible à travers donc six panneaux. Alors, avant de parler de l'invisible, je voudrais faire un petit préalable et montrer un catalogue d'expositions que nous devons à Madeleine Ours, qui est un conservateur du patrimoine qui a dirigé à l'époque le laboratoire de restauration du musée du Louvre, c'est-à-dire tous les objets qui étaient en vue de restauration pour le Louvre devaient faire l'objet d'une analyse photographique spécifique, et cette analyse photographique passait obligatoirement par des prises de vue dans l'invisible. Pour moi, ça a été un peu, quand je suis arrivé à Alexandrie pour étudier Comel Shugafa, ça a été un petit peu mes ressources de référence. C'est-à-dire, je savais que j'allais avoir affaire à plusieurs types de prises de vue qui avaient été définis par le laboratoire de recherche des musées de France, donc au Louvre, et où Madeleine Ours nous raconte que pour réaliser un dossier complet d'œuvres, il faut faire bien sûr une photographie en lumière normale, en lumière du jour, on va dire, plus une photographie en lumière rasante. Et là, sur le côté droit de l'écran, vous voyez la lumière rasante qui permet de voir les soulèvements d'une peinture, c'est-à-dire les endroits où la peinture s'est décollée du support, donc qui préfigure une restauration future de l'œuvre. Et ensuite, elle suggère déjà d'une part deux autres prises de vue, une prise de vue de la fluorescence ultraviolette. On va largement avoir l'occasion de revenir sur ce que c'est que la fluorescence ultraviolette. Et à côté, une prise de vue dans l'infrarouge. Fluorescence ultraviolette, je reviens rapidement là-dessus. Pour créer de la fluorescence ultraviolette, on va utiliser des sources de lumière qui dégagent de l'ultraviolet, qu'on appelle aussi lumière noire, et on va utiliser des appareils photographiques standards, sans rien de plus, des appareils à l'époque qui étaient des appareils argentiques, ça faisait tout à fait l'affaire, avec des émulsions photographiques normales. Par contre, en prise de vue infrarouge, il va falloir, quand on était dans la période de la photographie argentique, utiliser des émulsions photographiques sensibles dans l'infrarouge, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas au niveau du spectre visible par l'œil humain, mais qui s'étend réellement, sensibilité spectrale qui s'étend réellement dans l'infrarouge. Bien, je reviendrai sur ces choses un peu plus tard également. Et puis, Madeleine Ours suggère également une chose qu'on ne peut pas faire ici, du moins on ne peut pas le faire dans les catacombes de Comel Shugafa, c'est une radiographie, c'est-à-dire utiliser les rayons X pour voir à travers l'œuvre ce qu'il pourrait bien y avoir de sous-jacent. Alors, petite anecdote sur la radiographie. La radiographie, on la découvre finalement en 1895. Ça, c'est la première radiographie. Alors, c'est aussi la première fois que la photographie va dans l'invisible. D'un seul coup, on se rend compte qu'on peut photographier réellement au-delà de ce que l'œil voit. Là, on voit une main, c'est la main de la femme du professeur qui a mis au point les méthodes de radiographie. Bon, cette image ne nous étonne plus actuellement, c'est presque,
on a tous fait des radiographies du poumon, on voit bien qu'on peut voir à travers le corps. Mais c'était étonnant quand même. Resituons cette photo au moment de la découverte des rayons X. C'était complètement étonnant de s'apercevoir qu'on pouvait aller dans l'invisible. Et la police criminelle, la police scientifique française avait imaginé qu'on pouvait peut-être photographier l'œil d'une personne assassinée et photographier sur la rétine l'image de son assassin. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Peut-être on y arrivera. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire ça. Mais on a avancé dans d'autres domaines que je vais vous présenter. À Comet Shugafa, nous avons, on va largement revenir également sur Comet Shugafa, nous avons essayé des prises de vue dans l'infrarouge qui n'ont rien donné et nous sommes allés plutôt vers les ultraviolets. Donc nous avons utilisé de la lumière noire, des néons ultraviolets pour faire nos prises de vue. Donc je vais revenir à l'exposition qui est dans le hall avec des images. C'est une galerie de portraits. Vous avez, je ne sais plus, une vingtaine de portraits qui sont présentés dans le hall, qui sont des images invisibles. Personne n'a pu voir ces images avant, je dirais pour certaines d'entre elles, avant 2012. 2012, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Personne ne les avait vues depuis l'Antiquité. Donc elles avaient doucement disparu. Et on va réussir, grâce à la fluorescence ultraviolette, mais également grâce à la photographie numérique, qui nous permet vraiment d'aller très loin dans l'image, on va réussir à faire ressortir ces portraits. Donc une petite visite de l'exposition à travers donc, ces déesses et ces dieux invisibles. Nous sommes là dans les catacombes de Comet Shugafa, dans la salle de Caracalla, sur une des tombes. Pour nous, on l'appelle la tombe numéro 2. Donc si vous allez visiter demain Comet Shugafa et vous êtes touriste, vous avez un petit appareil photographique, mis à part que c'est interdit de photographier, mais bon, si vous cherchez quand même à photographier, vous allez obtenir une photo comme ça. C'est-à-dire, et si vous cherchez à photographier cette zone de cette tombe, vous allez avoir cette image. Cette image ici, c'est-à-dire rien. En fluorescence ultraviolette, vous allez obtenir cette image-ci. Et là, on commence à voir sur cette image violette, donc qui est provoquée avec des néons ultraviolets, on commence à voir des détails. Vous pouvez imaginer sur la droite de l'écran 4 chevaux, et puis vous pouvez imaginer un personnage barbu qui tire un char avec un fouet également, et probablement une femme. Ce sont les images qu'on avait jusqu'en 1980, jusqu'à 2010. Avant qu'on refasse une campagne photographique en 2011-2012, grâce au professeur Monahaga, qui avait demandé une autorisation pour le faire, nous sommes repartis donc avec des appareils numériques de haute qualité, parce que là, à l'époque, on était sur de l'argentique, et nous avons modifié ces images. Et de cette image donc sous ultraviolet, nous obtenons maintenant cette image-ci. Donc elle est assez surprenante. C'est une image sortie de l'ordinateur, sans aucun trucage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de redessiner quoi que ce soit. Il s'agit de sortir l'image réelle, telle qu'elle est, telle qu'elle était, telle qu'elle est devenue invisible et telle qu'on va la rendre visible de nouveau. Donc, je vais venir sur la galerie de portraits avec, il faut s'imaginer une tombe avec un panneau à droite, un panneau à gauche et un panneau central. Voici le bas de la tombe numéro 2. Donc, sur la partie basse, avec un premier personnage que l'on fait ressortir grâce à ces méthodes que je vais développer après.
Donc ici, il s'agit d'une déesse, non, ce n'est pas une déesse puisqu'elle est mortelle. Il s'agit de Perséphone, Perséphone qui va s'inscrire ici. Réellement, si vous allez à Comet Shugafa, vous regardez cette tombe, vous ne verrez pas cette personne. Cet autre personnage qui est finalement, celle-là fait réellement partie de la mythologie grecque puisque c'est la déesse de la beauté, c'est Aphrodite. Elle est représentée avec un petit amour sur l'épaule. Aphrodite, sur ce panneau de gauche, se trouve positionnée à ce niveau-là, réellement. À côté, vous avez encore deux autres personnages. Athéna, qui est ici, qui est en train de cueillir des fleurs, et Artémis, également déesse grecque, qui est ici. Voilà pour le panneau de gauche. Maintenant, sur le panneau central, dans la partie basse, nous allons faire sortir Artémis de nouveau, Athéna, de nouveau Athéna, même pas dans la même position, cette fois-ci elle est plutôt en guerrière, Aphrodite et Eros sur l'épaule, et Hadès en train d'enlever Perséphone et qui l'emmène avec un chat. Hadès, vous le savez, c'est le dieu des morts. Hein, donc on a là l'image symbolique du passage entre la vie et la mort. Sur le panneau de droite, ici, nous avons Hermès. Hermès qui est toujours avec son caducée. Au centre, nous avons un chien à trois têtes qui s'appelle Cerbère, qui est le protecteur du monde des morts, protecteur des enfers. Il ne s'agit pas d'y rentrer n'importe comment et d'en sortir n'importe comment, surtout d'en sortir d'ailleurs. Ça va devenir difficile. Et un peu plus loin, vous avez de nouveau Hadès et Perséphone, qui mythologiquement deviendrait sa compagne. Alors vous avez dans cette tombe deux zones, une zone basse, qui est une zone qui représente la mythologie grecque, et une zone haute qui représente plutôt la mythologie pharaonique. Si je prends le panneau de gauche en haut, je fais apparaître Isis, Osiris, Thoth Ibis. Merbat, si je me trompe, tu peux me reprendre. Hein. Merci. Ici, dans le panneau central, Horus, sous une représentation anthropomorphe. Ici, nous avons Nephthys, là, Anubis, et bien sûr, Anubis est en train de s'occuper d'Osiris. Donc là, également, le panneau symbolisant le passage de la vie à la mort. Donc on est bien dans le contexte. Isis, et de nouveau Horus, mais sous une autre représentation. Nous n'avons pas fait le panneau de... Donc ces images sont présentées derrière vous. Nous n'avons pas fait le dernier panneau, le panneau donc de droite cette fois-ci, avec Sekhmet, de nouveau Osiris et Socaris ici. Voilà, pour la première partie, je voulais vous faire visiter l'exposition, vous expliquer le pourquoi de cette exposition dehors. Maintenant, je vais vous présenter un petit document qui a été réalisé par Raymond Collet sur nos travaux dans l'invisible. Il s'agit d'un petit film de 13 minutes. Donc nous regardons ce film de 13 minutes et peut-être on peut baisser la lumière pour le film. Oui. Merci, merci beaucoup. Plus de son.
L'homme a toujours été intrigué par ce qu'il ne peut pas voir. Cette recherche de l'invisible intéresse aussi les archéologues. Des photographies d'objets, de tombes, de sarcophages, de momies, laissant imaginer que des éléments picturaux ont disparu. Pourrait-on les faire réapparaître en modifiant les techniques de prise de vue classiques? Alors comment opérer? Mais dans cette tombe, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le vieillissement, la coloration des pigments se sont complètement estompés et sont devenus pratiquement blancs, au même niveau que l'enduit peint. Alors on ne les voit plus, l'œil humain ne les voit plus. L'œil humain voit à partir du rouge, c'est-à-dire limite infrarouge, jusqu'au violet, jusqu'aux limites de l'ultraviolet. Mais il ne voit pas ni dans l'infrarouge, ni dans l'ultraviolet. Par contre, il voit très bien une fluorescence provoquée par les ultraviolets. En 1996, je viens en Égypte avec des tubes de lumière noire. Ce sont en fait des néons de boîte de nuit qui provoquent de la fluorescence. Mon idée est de faire ressortir par la fluorescence des traces de peinture pratiquement effacées dans les catacombes de Kometschugafa. La pause de 30 secondes. Il faudrait que j'élargisse un peu mon cadre parce que sous ultraviolet j'en vois plus. Et du coup je me demande si je cadre bien l'intégralité de ce qui pourrait être une inscription. En 1996, on fait une première campagne de prise de vue sous ultraviolet. On va créer une fluorescence des peintures et obtenir des résultats assez remarquables. On a donc des images argentiques, des tirages papier. Bon, on pourrait considérer que c'est terminé, que notre recherche est faite. L'ultraviolet, alors comment ça fonctionne? C'est un peu comme si vous écriviez avec un crayon blanc sur une feuille de papier blanc. Là, votre texte, vu à la lumière blanche, à la lumière du soleil ou à une lumière blanche d'appartement, il est complètement illisible. Par contre, si vous prenez des ultraviolets, et si vous mettez dans l'obscurité complète, les ultraviolets ont la propriété d'exciter certaines matières et ne pas exciter d'autres matières. C'est-à-dire c'est des matières qui sont réceptives ou non aux ultraviolets. Et c'est ce qui va se passer ici, c'est-à-dire que l'enduit peint, l'enduit proprement dit, va être très réceptif à la fluorescence ultraviolette et les pigments vont rester ternes à cette fluorescence. À l'opposé du spectre, nous avons les infrarouges. C'est une autre méthode de prospection dans l'invisible. À l'ère du numérique, les émulsions photographiques argentiques sensibles dans l'infrarouge ont disparu du marché. La société Kodak a abandonné leur fabrication. Il faut donc recourir à une autre méthode, soit celle d'enlever devant le capteur de l'appareil numérique le filtre anti-infrarouge disposé par le fabricant. C'est une opération un peu délicate à faire. Nos appareils photo numériques sont donc aptes à photographier dans l'infrarouge. Quand on va avoir entre les mains, c'est-à-dire à partir des années 2000, des appareils photographiques numériques, on va constater que les images qui nous sont restituées par ces appareils sont plus saturées que les images qu'on avait en argentique. Les rouges nous paraissent plus rouges, les bleus nous paraissent plus bleus. Vraiment, il y a une saturation des images qui est créée par un petit logiciel qui se trouve à l'intérieur de l'appareil photo numérique. Partant de là, on peut s'imaginer qu'on va pouvoir modifier ces images. Avec le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, on va faire quelques expériences. On va commencer à rechercher sur certaines stèles du musée gréco-romain des inscriptions à peine visibles, tout simplement en tentant de saturer ou de désaturer, de contraster ou de décontraster ces images. Ces premières expériences ne sont pas extraordinaires.
En 2008, j'ai la chance de me voir confier une mission en Chine dans la province du Xinjiang, à Urumqi, pour étudier les premières représentations de Bouddha et également des momies qui viennent du désert du Taklamakan, des momies qui sont du 1er millénaire avant. Sur les momies, le principal objectif est de faire ressortir des traces de tatouage. Alors je vais partir avec 5 à 6 méthodes de prise de vue dans l'infrarouge. Également cette méthode de prise de vue sous ultraviolet, mais aussi avec des méthodes que je mets progressivement en place, celle de la décomposition des photographies numériques, en l'occurrence en séparant et en modifiant les couches bleues, vertes, rouges, jaune, magenta et cyan, ainsi que les couches dites lab de ces photographies. Il y a quelques années, un étudiant m'envoie une photographie d'un sarcophage étrusque. Il me demande si avec les ultraviolets, nous allons pouvoir faire ressortir quelque chose. La méthode que je vais plutôt utiliser, c'est la mise à niveau des couleurs lab. De façon classique, les photographies sont composées du RVB, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu. Mais elles peuvent être composées également de leurs couleurs, des couleurs secondaires, c'est-à-dire du jaune, du magenta et du cyan. Il existe aussi une troisième méthode, dite lab, avec une couche de luminosité, une couche A qui contient du vert et du rouge, et une couche B qui contient du bleu et du jaune. Alors, si je prends les couches séparément, en général, dans la couche luminosité, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre la couche A, je vais la régler, c'est-à-dire que je vais faire un calage de niveau dessus. Je vais prendre la couche B, je vais faire également un calage de niveau. Ensuite, je vais mixer les deux couches et je vais les exporter en niveau de gris. Ça paraît un peu compliqué, mais là, j'ai des résultats excellents. Dans un autre quartier d'Alexandrie, autre fouille, la fouille d'Ibrahimeya. On a retrouvé une stèle avec des écritures, on voit apparaître 2-3 lettres grecques en bas. Là, je vais simplement utiliser la lumière du jour. Cette image va être lue avec les couleurs secondaires, c'est-à-dire le jaune, le magenta et le cyan. Si je prends la couche cyan, la réponse n'est pas extraordinaire. Si je prends la couche jaune, la réponse n'est pas non plus extraordinaire. Sur ce cas de figure, c'est vraiment la couche magenta qui nous apporte la meilleure réponse. C'est cette couche magenta donc, qui va être travaillée et non pas les couleurs lab. Et là, je fais apparaître 4 lignes de texte. La stèle a été déposée par le service des Antiquités et derrière, il y avait une superbe urne funéraire avec la même inscription en hommage aux morts. Dans les quartiers ouest d'Alexandrie, il y a une nécropole qui s'appelle Anfouchi. Il y a 5 tombes. Dans certaines d'entre elles, il reste des peintures extraordinaires. Dans d'autres, simplement des graffitis antiques. Dans les années passées, nous y avons fait plusieurs campagnes de prise de vue. Nos appareils de l'époque n'étaient pas énormément pixelisés, et puis c'était avant de mettre au point ces méthodes de modification d'image. Il y a de fortes chances que nous pourrions trouver maintenant des réponses que nous n'avions pas eues à l'époque. Y faire ressortir d'autres détails, d'autres représentations, d'autres graffitis. La fouille du Boubasteillon à Alexandrie a fait sortir de terre des centaines de statuettes. Certaines ont gardé leur couleur. Ce que nous savons par des écrits récents et plus anciens, c'est qu'il existe, dans certaines conditions d'éclairage, une autre fluorescence qui se situe dans l'infrarouge. Certaines matières y sont réceptives. C'est le cas d'un composant
d'un bleu utilisé dans l'Antiquité, le bleu égyptien. Sous la patte de ce chat, nous pouvons mettre en évidence, grâce à la caméra infrarouge, que l'oiseau qu'il a entre ses griffes est peint de bleu égyptien. Avec Anne-Marie Guémier-Sorbet et le docteur Mervat Saifeldin, nous sommes retournés dans les catacombes de Komeshugafa afin de vérifier s'il existait des traces de ce bleu égyptien sur les peintures des tombes de Perséphone. Oui, exact. Ces peintures murales étaient donc bien colorées. Ces modifications d'images numériques nous apportent un résultat actuellement qui est vraiment probant. Vraiment, par rapport aux images qu'on obtenait en argentique, même sous ultraviolet. Les peintures des tombes de Komeshugafa nous le prouvent. Ici, on est parti de rien, de vagues traces sur un mur, et maintenant, on raconte toute l'histoire. Il est vraisemblable qu'on n'en soit qu'au début. Les appareils deviennent de plus en plus puissants, les logiciels de traitement d'images deviennent de plus en plus performants, nos savoir-faire sur les logiciels deviennent de plus en plus adaptés à l'archéologie, aux défis de l'archéologie, alors nos recherches vont aussi s'orienter vers les couleurs disparues. À partir du moment où l'on arrive à repérer l'existence du bleu égyptien grâce à une fluorescence dans l'infrarouge, soit par une méthode photographique, existerait-il d'autres couleurs, d'autres colorants qui auraient des propriétés similaires ou légèrement différentes que l'on pourrait repérer par une autre méthode photographique? En attendant, c'est un programme que nous mettons en place au sein du Centre d'études Alexandrine. Merci d'avoir regardé ce document. Maintenant, je pense que ça commence un peu à s'éclaircir. On commence à voir un peu des semblants de méthodes, infrarouge, ultraviolet. Je vais essayer maintenant par l'exposé proprement dit d'aller un peu plus loin. Alors, nous avons sur cette image 4 représentations de Nephthys. Une en lumière blanche, une autre en lumière bleue, en lumière noire, comme on veut, c'est-à-dire la fluorescence ultraviolette. Une troisième image qui est la couche A des couleurs lab, mise à niveau. Et la dernière image, c'est la couche B des couleurs lab mise à niveau. On constate déjà, et ça on va voir combien c'est important pour aller plus loin dans nos recherches, maintenant que nous avons découvert des personnages, on aimerait bien savoir s'ils étaient de couleur, parce que pour l'instant ils nous apparaissent plutôt en noir et blanc, donc s'il y avait des couleurs dessus. Et ces deux couches, c'est-à-dire les couches A et les couches B, donnent des informations différentes. Pourquoi elles donnent des informations différentes? Simplement parce que c'est le reflet de couleurs différentes à l'intérieur même de l'image. Donc je vais aller un peu plus loin. Une petite note. Cette autre image nous prouve que les ailes de Nephthys étaient probablement d'une coloration jaune. On va revenir également là-dessus.
Alors nous allons partir ensemble à Komel Shugafa. Komel Shugafa, tout le monde connaît dans cette salle. C'est également un endroit où on trouve pas mal d'objets du musée gréco-romain. Voilà. Ces objets, je les ai bien connus à l'époque, quand le musée gréco-romain était avant sa future restauration. Donc nous allons, mais c'est aussi comme le Shugafa des catacombes, avec une première entrée, on va dire. C'est-à-dire c'est une nécropole composée de plusieurs catacombes. Quand on parle de Caracalla, c'est pas la même catacombe que celle d'à côté, on va voir ça. Donc ici, il y a une première pluie de descente qui n'aboutit pas vraiment sur quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous permet de constater que ce sont des catacombes qui étaient creusées directement dans une roche tendre. On arrive dans une salle de l'oculi en bas. Et puis là, l'entrée du deuxième catacombe, c'est celle que tout le monde connaît. On va descendre donc par ce puits, et puis suivre parallèlement le chemin qu'empruntait le défunt pour rejoindre sa dernière demeure, donc un des l'oculi du bas. Donc ici, par le puits descendait le défunt. Nous arrivons au vestibule, puis dans la salle de la rotonde. À gauche, je n'ai pas d'image, mais il y a un triclinium. On va continuer notre descente. Quant au mort, lui, passait par le bas, c'est-à-dire il était descendu dans le premier puits, et au niveau de la rotonde, il passe en dessous, c'est-à-dire dans un système souterrain qui est maintenant rempli d'eau. Alors l'eau va avoir une certaine importance pour la suite de notre découverte. C'est que c'est probablement grâce à cette eau que les peintures vont nous paraître légèrement dans les années 93. Donc le défunt, lui, continue sa progression là. Il va passer dans une autre salle, et puis il va arriver par les voies souterraines, pratiquement devant la grande chapelle, au moins la tombe principale, pour bifurquer soit sur la droite ou sur la gauche pour rejoindre les loculi. Donc quelques prises de vue de la tombe principale, voilà, qui est dans un mélange de style pharaonique et gréco-romain. Je vous donnerai tout à l'heure des détails de ces images, qui sont des images de relief qui ont été constituées par également une méthode photographique assez inhabituelle. On retrouve effectivement Horus, Anubis, Osiris, les loculi. Alors, si nous allons progressivement arriver dans les catacombes, donc celles qui nous intéressent, c'est-à-dire c'est une autre catacombe, on va aller vers la catacombe de Caracalla, la salle de Caracalla. Pour y entrer, le chemin qu'empruntent actuellement les touristes, c'est celui-ci, c'est-à-dire on va passer à travers une tombe par un trou de voleur. Mais en réalité, la descente réelle de la catacombe, c'est l'escalier que vous voyez dans le fond. C'est-à-dire, à l'époque, les deux catacombes n'étaient pas rejoints. On y descendait par des escaliers différents. Alors, cette salle de Caracalla nous a intéressés particulièrement parce qu'elle est composée de plusieurs tombes construites, on va dire taillées dans la pierre tendre. Et l'une d'entre elles a présenté dans les années 1993-94 des traces de peinture qui apparaissaient. Le premier à voir ces traces de peinture, ça a été mon patron Jean-Yves Empereur. Il a constaté qu'il y avait des peintures qui apparaissaient à l'intérieur de ces tombes, peintures qu'on n'avait jamais vues depuis la découverte de la catacombe dans les années 1900. C'est probablement dû à la nappe phréatique qui monte.
la nappe phréatique qu'on pompe maintenant avec des pompes pour pouvoir permettre l'accès aux touristes des salles basses, et l'humidification des parois qui vont faire apparaître ces traces de peinture. Donc on a un problème au départ sur... on voit apparaître des personnages à l'œil. Hein. Ça, c'est des images qui sont les images vues à l'œil, hein, non pas à travers un objectif photographique, mais directement les images qu'on voit. Donc on voit là 3 personnages sur la tombe, ce que nous on appelle la tombe numéro 1, avec un personnage central qui pourrait ressembler à Athéna, puisqu'elle est guerrière, elle a un bouclier, une lance, et puis d'autres personnages qu'on n'identifie pas. Et puis il nous manque une partie de la fresque, parce que justement il y a le trou de voleur par lequel on est rentré dans la catacombe. Dans l'infrarouge, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dans la fluorescence ultraviolette qu'on va engager nos travaux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour examiner ces tombes-là. Donc avec effectivement Athéna ici, et puis une partie pharaonique qui se trouve en haut de cette même catacombe, qui est intacte, au moins pour la partie centrale, pas sur les parties de côté, avec Horus, Nephthys, Anubis, Isis, Horus et Osiris, un peu comme dans l'autre tombe et dans l'exposition que je vous montre donc dans le hall. Donc la méthode est celle-ci, on la voit un peu dans le film, c'est-à-dire l'utilisation de néons de boîte de nuit, hein, c'est vraiment de la fluorescence basique, et maintenant un appareillage photographique numérique basique également, enfin j'aimerais mieux avoir quand même un appareil de qualité qui me donne une pixelisation assez importante, hein, peut-être pas le bas de gamme de l'appareil photographique, mais la condition sine qua non, c'est-à-dire la première condition pour créer de la fluorescence, c'est de se mettre dans le noir complet. Ici, si j'allume un tube de lumière noire, un tube d'ultraviolet, si je laisse cet éclairage, il n'y aura aucune fluorescence qui va apparaître. Par contre, si j'éteins toute la lumière de la salle, il va y avoir effectivement une fluorescence qui va apparaître. Donc la première condition, c'est de mettre la catacombe dans l'obscurité complète. Ensuite, voilà, si vous utilisez un éclairage blanc, la peinture, elle va ressembler à ça. Si vous utilisez un éclairage violet, vous avez des détails qui apparaissent. Ici, on voit légèrement apparaître Osiris. La première découverte qui a été probablement très impressionnante quand on est arrivé en 1996, hein, Mervat c'était en 1996, dans cette catacombe, ça a été de trouver des plafonds complètement couverts d'oiseaux. C'est-à-dire, le touriste actuellement passe à côté de merveilles qu'il n'imagine même pas. Il passe à côté d'un plafond, il passe sous un plafond en rentrant dans la salle de Caracalla, et il rentre par une tombe, hein, par le trou de voleur. Et au-dessus de lui, il y a un plafond qui est couvert d'oiseaux, mais que personne ne voit finalement, parce qu'il est plongé non pas dans l'obscurité, mais dans l'invisibilité. Mais invisibilité révélée tout de suite par la fluorescence ultraviolette. Donc là, on a affaire à un plafond couvert d'oiseaux. Donc ici, sur la tombe numéro 1, il nous manque une partie. Donc à l'époque, quand on commence nos recherches avec le docteur Mervat Seyfeldin et le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, on va s'orienter également, puisque la fluorescence avait bien fonctionné sur cette tombe numéro 1, on va s'orienter sur une tombe qu'on appelle, nous, la tombe numéro 2, et créer également de la fluorescence ultraviolette dans la tombe numéro 2. Alors, la petite anecdote que je voulais vous raconter, là, vous êtes dans la salle de Caracalla. Quand on commence nos prises de vue, donc dans ces années-là, la photographie numérique n'existe pas. Nous utilisons des appareils photographiques argentiques, des pellicules photos qu'il faut développer. Mon premier problème, ça va être comment je fais. C'est-à-dire, parce que photographier dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet, c'est pas facile. C'est pas uniquement clic-clac, merci Kodak. Il faut savoir quelle pose il va y avoir, je ne sais pas, quel diaphragme je vais mettre, je ne sais pas. Alors je vais simplement installer
dans ce sarcophage ici en bas, là, ici même. Voilà, je vais passer ici dans le trou, et là à l'intérieur même du sarcophage, je vais installer un petit laboratoire photographique avec un bidon de révélateur. Pour ceux qui ont pratiqué la photographie amateur, ce sont des souvenirs, avec un bidon de bain d'arrêt et un bidon de fixage. Et je vais développer directement mes pellicules dans la catacombe, dans le sarcophage, complètement accroupi, plié en deux dans le sarcophage pour réaliser mes premiers tests de développement. Parce que je ne pouvais pas me permettre de rentrer au centre d'études Alexandrine, qui est à côté du stade. Il y a 3/4 d'heure de voiture, il y a des embouteillages, bien qu'à l'époque il y en avait moins. On avait bien sûr un laboratoire dans la salle de bain. On avait transformé une salle de bain en laboratoire photographique argentique. Donc je ne pouvais pas faire ce trajet sans arrêt pour aller faire un test, pour regarder, pour corriger, tout ça. Donc mon laboratoire va être installé vraiment dans ce sarcophage. Donc tombe numéro 2, fluorescence ultraviolette sur la tombe numéro 2. Quand on observe la tombe numéro 2, on obtient exactement la même chose que dans la tombe numéro 1, c'est-à-dire un plafond complètement couvert d'oiseaux. Voilà, ici vous voyez des volatiles, complètement couverts d'oiseaux. Et si on regarde bien la tombe numéro 2, on a une partie supérieure qui est une partie pharaonique, comme dans la tombe numéro 1, et une partie inférieure qui est une partie grecque, comme dans la tombe numéro 1, et on retrouve exactement les mêmes personnages, dans la tombe numéro 2 que dans la tombe numéro 1. Par contre, dans la tombe numéro 2, nous avons l'avantage d'avoir, elle est intacte, il n'y a pas eu de voleurs qui ont cassé pour pouvoir rentrer et piller la catacombe. Donc nous avons l'intégralité de la fresque. Et ici, dans cette partie-ci, se trouve l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Image qu'on a déjà vue d'ailleurs plusieurs fois. Alors quand on est pendant la photographie argentique, nous avions ces 3 phases, c'est-à-dire l'image en lumière du jour, enfin lumière naturelle, l'image ultraviolette, sous-ultraviolet, et puis une restitution pour la lecture, ma foi, d'un tirage papier. On pouvait faire soit une diapositive, soit un tirage papier, c'est tout. On ne pouvait pas vraiment intervenir sur l'image comme on peut le faire maintenant sur nos ordinateurs. Donc ça s'arrêtait là. Et donc c'est des images qu'on obtenait en 1996. En 2012, je vous les ai déjà montrées. Voilà donc l'image qu'on obtient avec modification d'image numérique. Autre image modifiée, autre exemple. Donc il s'agit de Nephthys, Nephthys sous ultraviolet et Nephthys modifié. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode exactement? Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Cette méthode consiste à l'écriture au départ d'une image est faite en RVB, en rouge, vert, bleu. Je peux la transformer en cyan, magenta et jaune, c'est expliqué dans le film, ou alors en couleur lab. Et je vais surtout utiliser ces couleurs lab et le calage de ces couleurs lab pour faire monter l'image. Je vais quitter mon petit logiciel, je vais essayer de vous faire une démonstration en direct de modification d'image, ça serait peut-être intéressant. Je vais ouvrir le logiciel Adobe Photoshop et je vais prendre je vais déjà prendre la première image que j'avais modifiée. Voilà, cette image n'a pas été faite à Alexandrie, mais on le voit dans le film également, c'est une image d'un sarcophage étrusque qui m'est présenté comme ça, donc illisible complètement. Et on cherche à faire ressortir, donc je vais faire dans image, je vais faire mode. Et là, l'image est écrite dans un mode, excusez-moi, image, mode. L'image est écrite dans un mode RVB, rouge, vert, bleu. Je peux l'écrire, mais ça va être une transformation automatique, hyper rapide avec le logiciel.
je peux l'écrire sous la forme des couleurs secondaires. Là, RVB, c'est les couleurs primaires pour la photographie. Je peux l'écrire sous la forme des couleurs secondaires, ou je peux l'écrire également sous la forme d'une autre forme, c'est les couleurs lab. Ici, je récupère mes couches. J'ai une couche de luminosité ici, j'ai une couche A ici, et j'ai une couche B ici. Le plus fréquemment, c'est dans cette modification d'image, c'est la couche A qui fonctionne. Je dis le plus fréquemment, c'est pas forcément... Donc là, je vais faire image, réglage. Donc je vais faire un réglage de niveau. Voici ma courbe de niveau. Je vais donc enlever tout ce qui est excédent et arriver à une image qui correspond à ça. C'est-à-dire ici, de cette image, de ce sarcophage, on le voit également dans le film, on trouve un cavalier qui est en train de se battre avec un autre guerrier qui se protège d'un bouclier. C'est une image qui était complètement invisible jusqu'à il y a quelques années, quoi. Alors, maintenant, je vais faire exactement la même manipulation, parce que ça vous intéressera probablement plus, avec une image d'Alexandrie. Je vais prendre l'image sous ultraviolet de Nephthys. Pour l'instant, elle est écrite en bleu, vert, rouge. Donc je vais changer de mode. Je vais aller dans les couleurs lab. Ah, peut-être avant, je vais faire une petite manip que j'aime bien faire. Je vais faire fichier, image, ton automatique. Un petit ton automatique. Après, donc, je suis dans le RVB. Je vais prendre la couche A. En principe, alors, oui, ma méthode est un petit peu compliquée. Ça dépend c'est pas tout à fait toujours la même chose. Ici, là, je suis obligé d'inverser l'image, c'est-à-dire de faire un réglage en négatif. Voilà. Et là, je vais faire maintenant mon réglage du niveau. Image, réglage, niveau. Donc, peut-être je me positionne ici. Voilà. Voilà pour la couche A de Nephthys. En gros, il faut que j'affine ça. On va lui dire OK. Et je vais travailler maintenant sur la couche B. Donc pareil, ceci dit, je peux la modifier comme ça, mais elle va nous apparaître négative. Donc image, réglage, niveau. Si je la modifie comme ça, vous allez voir, elle apparaît négative. Donc, en principe, au préalable, pour ce type d'image, je vais plutôt faire une inversion image, réglage, négatif. C'est-à-dire que ça devient une image positive maintenant. Voilà, en gros, parce que je n'ai pas enregistré. Alors, je vais continuer un peu. Dans la période argentique, nous avions comme élément référent finalement pas grand-chose. Un espèce de gris. Tous les photographes connaissent ce gris. Il s'agit d'un gris à 18% de réflexion. C'est sur ce gris que sont étalonnés tous les appareils photographiques. Et puis des petites références. Parce que j'en ai fait, des petites références, des petits étalonneurs de couleurs ou de densité. C'est-à-dire on considérait qu'une photo était bonne à partir du moment, là la projection n'est pas extraordinaire, mais à partir du moment où on avait une petite différence entre la plage A et la plage B ici, c'est-à-dire ici on avait du blanc, ici on avait un léger gris, mais qui était distinct. Puis un gris un peu plus dense, puis un gris un peu plus dense, etc., pour aller jusqu'au noir. Et une image était correcte dans la photographie argentique à partir du moment où on pouvait distinguer les deux plages ici en bas et les deux plages en haut également. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit du noir sur du noir. Il fallait que ce soit un noir, puis un noir un petit peu plus... Voilà.
Maintenant, en photographie numérique, c'est tout ce qu'on avait finalement. Donc, pas grand-chose pour pouvoir travailler. Maintenant, en photographie numérique, on a d'autres choses. Alors, où est-ce qu'il est? Le voilà. Le voilà. Je vais plutôt me servir d'une petite chose qui est ça. Voilà. Avant de procéder à mes prises de vue, je vais photographier cette mire. Mais cette mire, je la connais bien parce que je sais exactement ce qu'elle contient. C'est-à-dire, je sais que les deux premières plages, cette espèce de brin qu'on voit en haut, contient 115 de rouge. C'est un brin obtenu avec les couleurs primaires, bleu, vert, rouge. Il contient 115 de rouge, 82 de vert et 68 de bleu. La plage à côté, c'est une autre couleur, composée également de différentes choses. Voilà exactement de quoi il en retourne, c'est-à-dire que toutes ces couleurs sont complètement normalisées et je peux les recréer sur l'ordinateur ou les modifier sur l'ordinateur. Je vais pouvoir intervenir vraiment sur une quantité de couleurs incroyable, sur plusieurs millions de couleurs. Peut-être la plage du bas est intéressante à considérer, cette plage-là, parce que là, vous avez un blanc qui est composé de 243 de rouge, de 243 de vert et de 243 de bleu. Tout ce qui va être de quantité égale, c'est-à-dire en bleu, en vert et en rouge, va se traduire par des gris. C'est-à-dire un blanc pur serait une couleur qui serait composée de 255 de rouge, 255 de vert et 255 de bleu. Un noir pur, si je l'ai marqué là-bas, c'est l'absence complète de couleur. Dans le noir, il n'y a pas de couleur. On a 0 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. Alors que dans les blancs, le blanc, c'est un mélange au contraire de toutes les couleurs, dans toutes les valeurs, c'est-à-dire un maximum de bleu, un maximum de vert, un maximum de rouge. Où est-ce que je veux en venir? Vous allez voir. Ici, j'ai un rouge, un bleu, un vert et un rouge. Je pensais qu'ils étaient 255 de bleu, c'est-à-dire la valeur maximum. Non. En fait, ce bleu n'est pas tout à fait bleu. Pour que ce soit vraiment un bleu pur, il faudrait qu'il ait 255 de bleu, 0 de vert et 0 de rouge. Alors, voilà. Je voulais en arriver là. Ici, voilà toutes les valeurs. On pourrait faire la même chose avec les trois couleurs, le bleu et le vert. Toutes les autres couleurs sont entraînées par un mélange de ces trois couleurs. Ici, nous avons dans la petite fenêtre blanche, nous avons du noir. C'est-à-dire, son identifiant, c'est 0, 0, 0. Un peu plus loin, nous avons un rouge un peu clair. Son identifiant est 140 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. Ici, nous avons un rouge, cette fois-ci c'est le rouge pur, parce qu'il est vraiment rouge, il n'a aucune autre valeur, ni de vert, ni de bleu à l'intérieur. Et là, de l'autre côté, nous allons aller vers le blanc. Donc pour aller vers le blanc, il va falloir ajouter les deux autres couleurs primaires, du vert et du bleu. Nous avons un rouge qui est certes avec une valeur de 255 de rouge, mais 5 de vert et 5 de bleu. Et là, nous avons un rouge léger qui est composé de 255, 160, 160 pour aller vers le blanc qui est 255, 255, 255. C'est un peu complexe, mais attendez, vous allez voir, parce que là, après, ça peut... Si, tout à l'heure, je vous ai expliqué l'histoire de la feuille blanche, écrite avec un crayon blanc. On l'a vu dans le film. On arrive à faire ressortir la différence avec de la fluorescence ultraviolette. Ici, on va faire ressortir cette différence uniquement avec l'ordinateur. C'est-à-dire, je vais avoir une feuille de papier rouge, je vais avoir un stylo rouge, et puis
Mon stylo rouge, il n'est pas tout à fait de la même couleur que le papier rouge. Donc, je vais écrire avec, mais rouge sur rouge, c'est comme blanc sur blanc, personne n'y verra rien. Hein, si je veux vous envoyer un petit mot, j'ai une petite lettre à quelqu'un envoyée, j'écris ici avec un stylo rouge sur une feuille de papier rouge, passe à ton voisin, le voisin ne voit rien, passe à ton voisin, le voisin ne voit rien, mais la personne qui va connaître la méthode pour faire ressortir la différence de couleur va pouvoir lire son message. Donc je vais faire une démonstration avec une feuille de papier rouge. C'est un peu délicat, hein, j'espère ne pas me planter. Avec une feuille de papier rouge écrite sur lequel j'ai écrit avec un stylo rouge, mais qui a une valeur légèrement différente. J'ai ici un outil dans mon logiciel, là, ici, un outil pipette, et puis en bas, ici, des valeurs de rouge, de vert et de bleu qui vont s'afficher. Je vais faire un échantillonnage, c'est-à-dire je vais balayer ma feuille de papier rouge. Pour l'instant, je suis tout le temps à 254. Je cherche mon texte. Il ne se passe rien. Je cherche mon texte. Voilà, ici il se passe quelque chose. Ici il se passe quelque chose. Je suis passé d'ici à un tout petit peu à côté, avec une valeur de rouge qui a changé. C'est-à-dire j'ai 253 rouge, 8 de vert et 7 de bleu. On va considérer que c'est par là que ça se passe. Je fais un échantillonnage. J'espère avoir réussi mon échantillonnage. On va voir. Et je vais lui faire maintenant... je vais aller dans... je vais prendre un autre outil. Ah, image, réglage, seuil. Voilà. J'ai un autre outil ici qui va me permettre effectivement de séparer, mais d'une façon extrêmement précise, la différence de valeur des pixels. Donc je vais aller ici, pile là, et voilà. Et j'obtiens pile sur cette ligne ici, qui est en fait la différence de valeur de pixels, le message que j'avais écrit sur une feuille de papier rouge avec un stylo rouge. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Avec l'image numérique, vous pouvez tout modifier. Hein, ça devient... Alors, en archéologie, c'est super, quoi. Ça va? Ouais, un peu compliqué peut-être, mais... Donc, le démontre est fait. On revient dans les catacombes de Komeshugafa et nous avons une toute petite trace de couleur bleue qui est en fait une trace de bleu égyptien. Il y a quelques années, le docteur Mervat et Anne-Marie avaient observé effectivement l'existence de ce bleu égyptien sur les fresques de Komeshugafa. On est en train de se poser des problèmes de couleur à l'intérieur de ces peintures. Et nous avons effectivement ici une trace de bleu égyptien que nous allons faire ressortir, ça c'est une expérience qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, avec la méthode de fluorescence de ce pigment. Fluorescence qui n'est pas créée, je rentre dans les détails. Il faut déjà, comme condition, mettre dans l'obscurité complète. Ensuite, avoir une caméra ou un appareil photo qui est capable de photographier ou d'avoir une réception dans l'infrarouge. C'est le cas de l'appareil photo sur lequel j'ai enlevé le filtre devant le capteur. Ensuite, il me faut une lampe spéciale, qui est une lampe LED, qui est une lampe froide. Et ensuite, il me faut un filtre. Voilà, exactement. On a tout ici. On a d'une part l'appareil photo sur lequel j'ai enlevé le filtre anti-infrarouge. Nous avons d'autre part un
type d'éclairage qui est vraiment particulier. Vous ne pouvez pas prendre une lampe chaude. Vous prenez des lampes LED maintenant sur le marché. C'est aussi des choses nouvelles qui arrivent. Les lampes LED, ça n'existait pas je n'en connaissais pas, moi, il y a 10-15 ans de lampes LED. C'est des choses nouvelles qui arrivent, des basses consommations, et puis c'est de la lumière complètement froide. Vous avez devant l'appareil photo un filtre qui est un filtre qui coupe l'intégralité du visible pour ne laisser passer que l'infrarouge. Donc le filtre, si vous regardez en travers le filtre, vous ne voyez rien. Vous le positionnez devant votre objectif, il ne va laisser passer que l'infrarouge, mais comme vous avez un capteur qui réceptionne l'infrarouge, vous allez enregistrer les réponses dans l'infrarouge. Voilà, donc comment on va pouvoir définir à Comet Shugafa qu'il y avait des traces de peinture, de peinture sur les fresques. Maintenant, il y a plusieurs autres méthodes possibles. Cette méthode des couches A et B, bien sûr, parce que là, dans les ailes de Nephthys, sur la couche B, la couche B est plus spécifiée par du jaune et du bleu. Nous avons vraiment des réponses plus contrastées sur les traces qui correspondent probablement à des endroits qui étaient peints en jaune. Et puis nous avons peut-être arrivé à une autre méthode, ça s'appelle, je vais les appeler la saturation des couleurs, c'est-à-dire de ces images, on va essayer de les saturer. Comme exemple, j'ai une autre tombe avec des personnages ici. Ce personnage, c'est l'image qui sort de mon appareil photo, si je photographie ça. Je vais ici pratiquer une saturation de la couleur, donc je sature. Voilà, et donc j'ai une réponse je vais peut-être refaire une expérience de saturation, et puis après je vous laisserai aux questions. Donc saturation des couleurs, saturation d'un autre, troisième personnage où on voit bien effectivement, par saturation des couleurs, que la couronne était bien jaune, mais on a également des traces de vert sur la tête. Ici on a des traces de vert. La démo, je ne sais pas si j'ai le temps de la faire. Donc, on va revenir sur cette tombe numéro 1 et pratiquer la saturation des couleurs sur la tombe numéro 1. On va obtenir... la projection est un peu trop sombre, un peu trop claire. On va obtenir effectivement des traces de rouge, des traces de jaune, et en bas, on va retrouver notre bleu égyptien. Bleu égyptien pratiquement invisible, mais qui ressort en visibilité par la saturation des couleurs. En fait, l'idée qui se dégagerait de ça, c'est pour prouver l'existence d'une couleur, il nous faudrait deux méthodes. Une méthode de saturation, par exemple, une méthode complètement numérique, et une méthode photographique, on va dire, comme la fluorescence de certaines matières dans certaines zones du spectre ou hors du spectre, ce qui est le cas du bleu égyptien. Voilà. Et puis une autre méthode que je suis en train d'un peu d'étudier, c'est la saturation sélective des couleurs. C'est-à-dire, vous avez vu l'outil pipette tout à l'heure, qui me permettait sur une plage complètement rouge, d'aller différencier certaines zones et de voir, ici, il y a une valeur qui est un petit peu différente. Donc, avec cet outil pipette, je vais aller chercher des plages un petit peu différentes et je vais saturer uniquement les plages différentes et obtenir finalement un résultat qui peut se jouer comme celui-ci, où on commence à avoir des traces de jaune dans les ailes d'Isis, voilà, un peu plus grand, ou ici, où on a réellement des traces de jaune qui apparaissent sur les ailes. Encore une fois, la projection est un peu trop claire. Mais on a vraiment tout, et ça, ce n'est pas, je n'ai pas rajouté avec un pinceau du jaune. C'est vraiment l'image qui ressort comme ça de l'image numérique. Voilà. Peut-être on va faire une petite séance de questions
Et puis après, éventuellement, je fais j'en rajoute un peu. Je vous écoute. Merci de m'avoir écouté, d'ailleurs. Je vous en prie, je vous en prie. Allez, question en arabe. شكرا لمسيو بيل على العرض